À 4 heures du matin, le 16 août 2025, la routine se brise. Près de la frontière togolaise, 57 camions, couverts par des sacs d'aide, cachent des armes et des missiles évalués à plus de 700 millions de dollars. Que se serait-il passé pour les familles et les soldats si Ibrahim Traoré avait laissé ce convoi franchir la ligne? Cette nuit-là, l'État doit prouver qu'il peut se défendre seul, verrouiller la zone en quelques minutes, préserver les preuves, comprendre le réseau et empêcher qu'une crise locale devienne un choc régional durable. Cette histoire promet plus qu'un récit spectaculaire d'interception frontalière. Elle propose une lecture structurée des risques réels, des leviers de décision et des conséquences concrètes pour un État confronté à une menace transnationale. En moins d'une nuit, un événement local devient un test de crédibilité institutionnelle, de capacité de renseignement et de cohésion nationale, avec des répercussions possibles bien au-delà des frontières. L'enjeu est clair: comprendre comment une opération apparemment routinière révèle des failles, mais aussi des marges de manœuvre inattendues. Pour le public, le bénéfice est immédiat: distinguer le bruit médiatique des faits vérifiables, identifier ce qui change réellement après une telle crise et mesurer ce que cela implique pour la sécurité quotidienne, l'économie et la position diplomatique du pays. Cette analyse s'appuie uniquement sur les éléments établis, sans extrapolation hasardeuse. Un point restera suspendu dès maintenant: cette interception marque-t-elle un simple succès ponctuel ou le début d'un repositionnement stratégique durable sous la présidence d'Ibrahim Traoré? La réponse dépendra des preuves, de leur lecture et des choix faits dans les heures suivantes. Dès les premières heures, un chiffre change la lecture de l'événement: 57 camions, pour une valeur estimée à plus de 700 millions de dollars en armement, interceptés en un seul point frontalier. Ce volume dépasse largement les saisies habituelles et transforme une opération de contrôle en signal stratégique. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est plus seulement d'arrêter un trafic, mais de démontrer que l'État peut identifier, bloquer et documenter une menace d'ampleur exceptionnelle. Le contexte éclaire cette bascule. Le Burkina Faso évolue dans un environnement sécuritaire fragmenté, marqué par des routes poreuses, des conflits régionaux persistants et des circuits logistiques opaques. Jusqu'ici, les interceptions concernaient surtout des flux dispersés, souvent limités en quantité et en portée. Ici, la coordination même du convoi intrigue. Les camions convergent depuis plusieurs axes, roulent de manière synchronisée et utilisent une couverture humanitaire crédible. Cette combinaison suggère une préparation longue, coûteuse et structurée. Très vite, les premières vérifications renforcent ce soupçon. Les armes découvertes ne sont ni hétéroclites ni usées. Elles sont neuves, classées, parfois encore scellées. Les numéros de série pointent vers plusieurs théâtres extérieurs, bien au-delà du Sahel. Cette diversité d'origine indique un réseau capable de relier fournisseurs, financeurs et transporteurs sans déclencher d'alertes immédiates. Pour les services burkinabés, c'est la preuve que l'incident ne peut être réduit à une affaire locale. C'est dans ce cadre que la décision politique prend tout son sens. Ibrahim Traoré ordonne le verrouillage total de la zone, la centralisation des preuves et l'ouverture d'une enquête multidimensionnelle, à la fois sécuritaire, financière et diplomatique. L'objectif est double: neutraliser le risque immédiat et construire un dossier suffisamment solide pour résister aux contestations internes et externes. La question centrale, désormais, n'est plus seulement qui a transporté ces armes, mais pour quel usage final et avec quelle complicité. Cette interrogation, ouverte cette nuit-là, guidera toute la suite de l'analyse et conditionnera la portée réelle de cette interception. Au cœur de l'opération se trouve un acteur rarement mis en avant dans les récits stratégiques: le capitaine Moussa Kaboré, chef des gardes-frontières de la région concernée. Ce vétéran
n'interceptent pas le convoi par hasard. Ce sont des détails apparemment mineurs qui attirent son attention cette nuit-là. Des camions roulant sans phare, une synchronisation trop parfaite, des changements d'itinéraire incohérents avec un simple transport humanitaire. Pour lui, ces signaux faibles rompent avec les habitudes observées sur ce corridor. Son rôle devient déterminant dans les toutes premières minutes. Plutôt que de signaler passivement l'anomalie, Caboret déclenche un contrôle coordonné, mobilise ses équipes et bloque plusieurs axes secondaires afin d'éviter toute dispersion. Cette réactivité empêche le convoi de se fragmenter, un scénario qui aurait compliqué la saisie et dilué les preuves. En quelques instants, une routine administrative se transforme en opération de sécurité nationale. L'impact immédiat est concret. Les forces déployées gagnent un temps précieux. Les premières vérifications sont réalisées sur place et la chaîne de commandement reçoit des informations fiables avant que des récits contradictoires n'émergent. Cette précision initiale conditionne la suite. Inventaire méthodique, sécurisation du périmètre, conservation des numéros de série. Sans cette discipline de terrain, l'affaire aurait pu être réduite à une interception partielle, facilement contestable. À un niveau plus large, l'action de Caboret illustre une réalité souvent négligée. La capacité d'un État à faire face à des menaces complexes dépend autant de décisions politiques que de compétences opérationnelles locales. Ici, l'efficacité ne repose pas sur un dispositif exceptionnel, mais sur l'expérience, l'attention et la coordination d'un officier confronté à une situation ambiguë. Autrement dit, une vigilance individuelle peut infléchir une crise nationale. Avant l'interception, tout semble suivre un schéma banal. Des camions chargés de sacs présentés comme de l'aide humanitaire avancent sur des routes secondaires, à une heure où les contrôles sont rares et la vigilance supposée moindre. Les documents de transport paraissent cohérents, les chauffeurs adoptent un comportement calme, presque mécanique. Dans ceux avant, rien n'indique ouvertement une menace imminente, si ce n'est cette synchronisation discrète qui finit par attirer l'attention des gardes-frontières. Le basculement se produit dans quelques minutes. Une fois les premiers camions immobilisés, les contrôles révèlent une anomalie majeure. Sous les cargaisons humanitaires apparaissent des caisses métalliques scellées. À l'ouverture, le soupçon devient certitude. Des armes de guerre, des roquettes et des missiles sont soigneusement rangés, protégés, classés. Ce n'est plus un simple incident frontalier, mais une crise nationale en formation. L'information remonte immédiatement vers Ouagadougou et la chaîne décisionnelle s'active sans délai. C'est à ce moment précis que Ibrahim Traoré entre pleinement dans le dispositif opérationnel. Informé de l'ampleur de la découverte, il ordonne un verrouillage total de la zone, l'interruption de toute circulation secondaire et la mise en place d'une cellule de crise. Chaque décision vise à éviter deux risques majeurs: la fuite d'informations non contrôlées et la disparition de preuves exploitables. La priorité n'est pas la communication, mais la maîtrise du terrain et du temps. Le cœur de l'événement se joue ensuite dans la méthode. Les équipes procèdent à un inventaire minutieux, photographient chaque caisse, consignent chaque numéro de série. Les chauffeurs sont séparés et interrogés individuellement pour éviter toute coordination de récits. Cette phase, moins spectaculaire que l'interception elle-même, est pourtant décisive. Elle transforme une saisie brute en dossier exploitable, capable de soutenir une analyse sécuritaire, judiciaire et diplomatique. Puis viennent les premières ondes de choc. Les services de renseignement identifient rapidement que les camions n'ont pas suivi un itinéraire unique, mais qu'ils ont convergé depuis plusieurs points distincts. Cette configuration invalide l'hypothèse d'un trafic opportuniste. Elle suggère une planification en amont, des relais multiples et une capacité logistique structurée. L'affaire change d'échelle.
Elle n'est plus seulement burkinabé, elle devient régionale, voire internationale. Dans l'après-immédiat, Ibrahim Traoré maintient une ligne claire. Aucun relâchement, aucune annonce précipitée. Les preuves doivent parler avant le discours. Cette retenue stratégique contraste avec les attentes habituelles d'une réaction politique rapide. Elle vise à protéger la crédibilité de l'État face aux contestations futures, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Le déroulé de cette nuit montre ainsi une succession nette, une routine apparente, un basculement brutal, une gestion méthodique, puis des répercussions élargies. Ce n'est pas la saisie en elle-même qui fait date, mais la manière dont chaque étape est enchaînée pour éviter que l'événement ne se dissolve dans l'improvisation ou la polémique. C'est dans cette continuité que se joue la portée réelle de la crise. Avant cette nuit, les saisies frontalières se comptaient en caisses isolées. Après, elles se mesurent en convois entiers. Ce passage d'un contrôle fragmenté à une interception massive change la base de comparaison utilisée par les services burkinabés. Le volume devient un indicateur stratégique, non plus un simple fait divers. Avec 57 camions immobilisés, simultanément, l'opération franchit un seuil rarement observé dans la région. Cette ampleur impose une lecture différente. Elle suggère une capacité de coordination, de financement et de protection logistique hors norme. Un second indicateur renforce ce constat. La valeur estimée de la cargaison dépasse 700 millions de dollars. Ce chiffre n'est pas seulement spectaculaire. Il permet de situer l'opération dans une catégorie distincte. À ce niveau de coût, le risque assumé par les organisateurs est élevé, ce qui implique une attente de retour stratégique proportionnelle. Autrement dit, on ne mobilise pas de telles ressources pour un gain marginal ou improvisé. Cette estimation sert donc de pont analytique entre les faits matériels et les intentions possibles. La composition de l'arsenal apporte un troisième élément mesurable. Les premières analyses montrent une répartition claire des origines. Environ 40% des armes proviennent de stocks libyens postérieurs à 2011, 35% sont liés à des circuits du Moyen-Orient, principalement yéménites, et 25% renvoient à des productions européennes. Ces proportions ne sont pas anodines. Elles indiquent une diversification des sources, réduisant la dépendance à un seul fournisseur et compliquant la traçabilité. Pour les enquêteurs, cette mosaïque confirme l'existence d'un réseau transnational structuré plutôt qu'un trafic opportuniste. Chaque chiffre, pris isolément, pourrait être contesté ou relativisé. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. Le volume signale la capacité opérationnelle. La valeur monétaire situe le niveau d'investissement et d'enjeu. La répartition géographique révèle la profondeur des connexions internationales. Cette triangulation permet de dépasser le récit émotionnel pour entrer dans une analyse fondée sur des seuils et des écarts mesurables. Ces données orientent aussi les décisions politiques. Elles justifient le renforcement immédiat des dispositifs de renseignement et la priorisation des enquêtes financières parallèlement aux investigations sécuritaires. Elles expliquent pourquoi la communication officielle reste prudente dans les premières heures. Publier des chiffres partiels ou non vérifiés affaiblirait la crédibilité du dossier. En consolidant les données avant toute annonce, l'État cherche à éviter que le débat ne se déplace vers la contestation des faits eux-mêmes. Enfin, ces preuves quantitatives servent un objectif plus large. Elle transforme une interception en signal adressé aux partenaires régionaux et aux acteurs extérieurs. Le message implicite est simple. Les capacités de détection et de documentation ont changé d'échelle. Pour Ibrahim Traoré, cet aspect est central, car il conditionne la perception internationale de la souveraineté burkinabé. Les chiffres ne racontent pas toute l'histoire, mais ils fixent un var à l'intérieur duquel les interprétations devront désormais se tenir. Deux lectures opposées émergent rapidement autour de cette interception. La première,
souvent relayée par certains observateurs extérieurs, soutient que l'événement aurait été surinterprété. Selon cette thèse, le gouvernement aurait intérêt à amplifier la menace afin de renforcer son autorité interne, justifier un durcissement sécuritaire et consolider sa position politique. Dans ce cadre, la saisie serait réelle, mais son importance stratégique exagérée, transformée en symbole pour servir un récit de fermeté nationale sous la présidence d'Ibrahim Traoré. Un second argument critique insiste sur la faisabilité logistique. Il avance que des réseaux criminels non étatiques sont déjà capables, dans la région, de déplacer de grandes quantités d'armes sans nécessairement obéir à une logique géopolitique structurée. Selon cette lecture, le convoi pourrait relever d'un trafic à grande échelle motivé par le profit, sans lien direct avec une tentative de déstabilisation politique coordonnée. L'internationalisation des origines des armes serait alors le reflet de marchés parallèles mondialisés, non d'un projet stratégique ciblé contre l'État burkinabé. Ces objections méritent d'être prises au sérieux, car elles rappellent un risque réel, celui de confondre ampleur matérielle et intention politique. Cependant, les éléments disponibles permettent d'y répondre de manière factuelle. D'abord, la synchronisation des itinéraires et la convergence depuis plusieurs axes distincts réduisent la plausibilité d'une opération opportuniste. Ce type de coordination suppose une planification longue, coûteuse et disciplinée, difficilement compatible avec un trafic improvisé uniquement motivé par le gain. Ensuite, la diversité maîtrisée des sources d'approvisionnement affaiblit l'hypothèse d'un réseau criminel classique. La capacité à mobiliser des stocks issus de plusieurs zones de conflit tout en maintenant une cohérence logistique indique un niveau d'organisation supérieur aux circuits fragmentés habituellement observés. Enfin, la valeur cumulée de la cargaison implique une exposition financière et politique élevée, rarement acceptée sans objectif stratégique clair. Ainsi, sans nier les risques de récupération politique, l'analyse des faits tend à confirmer que l'interception dépasse le cadre d'un trafic ordinaire. Elle révèle un seuil de complexité qui justifie la lecture sécuritaire et géopolitique adoptée par les autorités. La force de cette conclusion tient moins au discours qu'à la cohérence interne des indices matériels. Ce constat s'impose lorsque les enquêteurs découvrent que le convoi n'était qu'un segment d'un dispositif plus large. Les documents récupérés, les itinéraires reconstitués et les incohérences financières montrent que l'opération ne visait pas seulement à faire passer des armes, mais à tester la capacité de réaction de l'État. L'enjeu réel apparaît alors: mesurer les délais, observer les failles, évaluer la coordination entre terrain, renseignement et décision politique. Cette révélation change l'angle d'analyse. Jusque-là, l'interception pouvait être lue comme une réussite défensive ponctuelle. Désormais, elle devient un moment de bascule stratégique. Le réseau derrière le convoi semble avoir accepté la possibilité d'une perte partielle, comme si l'objectif n'était pas uniquement la livraison finale, mais aussi la collecte d'informations sur les mécanismes de contrôle burkinabé. Cette logique explique la sophistication du camouflage et la dispersion initiale des routes. Dans ce contexte, la réaction d'Ibrahim Traoré prend d'une dimension différente. En verrouillant immédiatement la zone et en centralisant les preuves, il ne répond pas seulement à une crise, il empêche une phase d'observation adverse de se transformer en avantage durable. La maîtrise du tempo devient aussi importante que la saisie elle-même. À partir de ce point médian, la question n'est plus comment le convoi a été arrêté, mais ce que cette nuit révèle sur l'équilibre réel des forces. La suite dépendra de la capacité à transformer cette révélation en levier concret plutôt qu'en simple victoire symbolique.
Les effets de cette interception se mesurent d'abord au niveau institutionnel. Pour l'appareil d'État, l'événement agit comme un révélateur brutal des vulnérabilités existantes, mais aussi des capacités réelles de réponse. Les procédures de contrôle, longtemps perçues comme fragmentées, démontrent qu'elles peuvent être synchronisées lorsqu'une menace claire est identifiée. Cette démonstration renforce la crédibilité des forces de sécurité et conforte l'idée qu'une coordination interservices est possible sans restructuration immédiate. Pour Ibrahim Traoré, cet impact institutionnel est central car il conditionne la capacité de l'État à affirmer sa souveraineté face aux partenaires et aux critiques. Sur le plan économique, les répercussions sont plus ambivalentes. À court terme, l'affaire entraîne des tensions diplomatiques et la suspension de certains canaux de coopération avec des acteurs extérieurs impliqués indirectement dans l'enquête. Cependant, ces frictions sont partiellement compensées par une diversification accélérée des partenariats. Les autorités mettent en avant la résilience du pays et sa capacité à sécuriser les corridors stratégiques, un argument clé pour les secteurs miniers et logistiques. Cette lecture transforme un risque perçu en signal de fiabilité pour des partenaires alternatifs. Pour les citoyens, l'impact est d'abord psychologique. Les images des camions saisis, largement relayées, rendent tangible une menace souvent abstraite. Elles montrent ce qui aurait pu circuler à proximité des zones habitées et des axes commerciaux. Dans le même temps, la rapidité de l'intervention renforce un sentiment de protection. Cette combinaison de peur et de soulagement crée un moment de cohésion nationale où la sécurité cesse d'être un concept lointain pour devenir une expérience partagée. Ibrahim Traoré capitalise sur cette dynamique avec prudence, évitant un discours triomphaliste au profit d'un message de vigilance collective. À l'échelle régionale, les conséquences dépassent les frontières burkinabées. Les pays voisins observent attentivement la méthode employée, conscients que des réseaux similaires pourraient viser leur territoire. Des échanges d'informations sont renforcés et des audits internes sont lancés pour évaluer la robustesse des dispositifs frontaliers. Cette réaction en chaîne contribue à repositionner le Burkina Faso, non plus comme un maillon fragile, mais comme un acteur capable d'alerter et d'influencer les pratiques sécuritaires régionales. Ces quatre niveaux, État, économie, population, région, dessinent un même mouvement. L'interception ne se limite pas à empêcher une livraison d'armes. Elle redéfinit les rapports de confiance internes et externes. Elle impose aussi une responsabilité nouvelle, transformer ce succès ponctuel en standard durable. C'est là que se joue l'enjeu réel pour Ibrahim Traoré, car la crédibilité acquise cette nuit-là ne pourra être maintenue que si les effets positifs se traduisent dans le temps, au-delà de l'émotion immédiate. Le premier scénario, dit de base, repose sur une stabilisation progressive. Les enquêtes suivent leur cours, les réseaux identifiés sont partiellement neutralisés et les dispositifs frontaliers sont renforcés sans rupture majeure. Dans cette trajectoire, l'État consolide ses procédures mais évite une escalade diplomatique prolongée. Les tensions avec certains partenaires persistent. Toutefois, elles restent gérables. Si cette voie prévaut, l'interception du convoi du 16 août devient une référence opérationnelle, sans transformer en profondeur l'architecture sécuritaire existante. Un scénario optimiste envisage un effet d'entraînement plus large. La gestion méthodique de la crise sert de modèle non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi dans la région. Les échanges de renseignements s'intensifient, des mécanismes communs émergent et la coopération sécuritaire gagne en cohérence. Dans ce cadre, l'événement initial agit comme un catalyseur. Il accélère des réformes longtemps discutées mais rarement appliquées. Pour Ibrahim Traoré, cette option renforcerait la stature régionale du Burkina Faso et installerait le pays comme un acteur de référence face aux menaces transnationales.
Le troisième scénario, plus contraignant, anticipe une réaction indirecte des acteurs mis en difficulté. Pression diplomatique, campagne de désinformation et restrictions économiques ciblées pourraient apparaître en réponse aux révélations issues de l'enquête. Cette trajectoire n'implique pas un effondrement immédiat, mais une érosion graduelle. Hausse des coûts, incertitude pour certains secteurs stratégiques et tensions accrues sur la cohésion sociale. La résilience démontrée lors de l'interception serait alors mise à l'épreuve sur la durée, bien au-delà du terrain sécuritaire. Face à ces trois chemins, une recommandation de lecture s'impose. Il ne s'agit pas de prédire lequel se réalisera, mais de comprendre que chacun dépend de décisions cumulatives, parfois discrètes, prises dans les mois suivants. Si les preuves sont exploitées avec rigueur et les partenariats rééquilibrés avec méthode, alors l'événement peut devenir un point d'ancrage stratégique. Si, au contraire, la gestion se limite à une victoire symbolique, alors, vrai, les effets positifs risquent de s'estomper rapidement. C'est dans cet intervalle de 6 à 12 mois que se jouera la portée réelle de cette nuit. Pour les habitants des zones sensibles, cette affaire n'est pas une abstraction géopolitique. Elle renvoie à des trajets quotidiens, à des marchés, à des écoles situées le long d'axes qui auraient pu devenir des lignes de front. L'interception rend visible une menace jusque-là diffuse et rappelle que la sécurité dépend autant de la vigilance locale que des décisions centrales. Le sentiment dominant n'est pas l'euphorie, mais une prise de conscience. Ce qui a été évité aurait eu des conséquences directes et sur la vie ordinaire. Pour la diaspora burkinabé, l'événement agit différemment. Il nourrit des échanges intenses, parfois contradictoires, entre fierté et inquiétude. Beaucoup y voient un signal de maturité institutionnelle, une preuve que le pays peut documenter et exposer une menace complexe sans s'effondrer. D'autres s'interrogent sur les répercussions diplomatiques à long terme. Dans les deux cas, la crise ravive un lien avec le pays d'origine et redonne du poids aux discussions sur le rôle de la diaspora dans le soutien économique, médiatique et intellectuel. Un troisième groupe, celui des jeunes professionnels, chercheurs et journalistes, lit l'événement comme un cas d'école. Il met en lumière l'importance des preuves, de la traçabilité et du temps long dans l'analyse sécuritaire. Cette génération observe comment un récit se construit ou se déconstruit selon la qualité des données disponibles. Elle y voit aussi une invitation à renforcer les compétences locales en investigation, en vérification et en analyse critique, afin de réduire la dépendance aux lectures extérieures. Ces trois regards convergent vers une même idée. La souveraineté ne se limite pas à des frontières protégées. Elle repose sur une compréhension partagée des risques et des réponses possibles. En ce sens, la gestion de cette crise sous Ibrahim Traoré ne parle pas seulement d'armes interceptées, mais de la manière dont une société entière s'approprie la question de sa propre sécurité. La première étape concerne le renseignement. Après l'interception, les autorités privilégient la consolidation des capacités d'analyse plutôt que la simple accumulation d'informations. Il s'agit de relier données de terrain, flux financiers et itinéraires logistiques afin de détecter plus tôt les signaux faibles. Cette phase vise un objectif précis, réduire le temps entre l'anomalie observée et la décision opérationnelle. Pour Ibrahim Traoré, cet investissement conditionne la capacité de l'État à anticiper plutôt qu'à réagir. La deuxième étape porte sur le contrôle judiciaire. Les preuves collectées doivent être traitées rapidement, sans fragiliser leur valeur juridique. La création d'unités spécialisées, capables de travailler en lien étroit avec les services de sécurité, permettrait d'éviter l'enlisement des procédures. Ici, le critère de succès n'est pas le nombre de dossiers ouverts, mais la solidité des décisions rendues et leur résistance aux contestations. Vient ensuite la coopération régionale. L'événement a montré que les menaces ignorent les frontières administratives. Une coordination renforcée avec les pays voisins, fondée sur l'échange régulier d'informations et des exercices conjoints,
constitue un levier essentiel. Cette coopération n'implique pas une perte d'autonomie, mais un partage des charges face à des réseaux transnationaux. La quatrième étape touche à la communication publique. Informer sans exposer les failles, expliquer sans dramatiser, publier des éléments vérifiables sans compromettre l'enquête. Cette discipline narrative vise à maintenir la confiance des citoyens et des partenaires. Ibrahim Traoré insiste sur cette ligne, conscient que la crédibilité repose autant sur ce qui est dit que sur ce qui est volontairement retenu. Enfin, la feuille de route inclut un volet préventif et civique. Former, sensibiliser et intégrer les enseignements de cette crise dans les pratiques quotidiennes renforce la résilience collective. Chaque étape répond à une question simple. Qui agit, quand, avec quels outils et selon quels indicateurs? C'est dans cette clarté que l'interception peut devenir un socle durable plutôt qu'un succès isolé. À la fin de l'opération, une image circule discrètement parmi les équipes, celle du capitaine Moussa Kaboré, observant les caisses scellées désormais alignées sous contrôle militaire. Rien de spectaculaire, pas de geste théâtral, seulement un homme qui mesure le poids de ce qui a été évité. Cette scène contraste avec les récits bruyants qui suivront, car elle rappelle que la sécurité se joue souvent loin des projecteurs, dans l'attention aux détails et la discipline du terrain. Ce rappel donne une autre lecture au rôle d'Ibrahim Traoré. Sa présidence n'est pas résumée ici à une décision isolée, mais à une chaîne d'action cohérente reliant le poste frontalier à l'État central. Le lien entre Kaboré et Traoré n'est pas hiérarchique seulement, il est fonctionnel. L'un détecte, l'autre structure, et l'ensemble tient parce que chaque maillon remplit son rôle sans chercher à se substituer aux autres. L'émotion naît précisément de cette continuité. Ce qui aurait pu devenir un symbole de peur se transforme en repère collectif. La preuve qu'une vigilance ordinaire peut empêcher une rupture extraordinaire. Le fragment le plus marquant n'est pas une arme, mais le silence qui suit l'interception, ce moment où le pire n'a pas lieu. On pourrait en retenir une idée simple. La stabilité se construit avant la crise. Dans ce sens, l'histoire ne se referme pas sur une victoire, mais sur une responsabilité partagée. Elle invite à se souvenir non du choc, mais du calme qui l'a contenu. Cette séquence ne se conclut pas par un triomphe, mais par une invitation à regarder plus loin. L'interception du convoi du 16 août 2025 n'est pas une fin en soi. Elle ouvre un espace de réflexion sur la manière dont une société choisit de protéger ce qui la relie. Au-delà des chiffres, des scénarios et des décisions politiques, elle pose une question plus large sur la vigilance partagée, celle qui dépasse les institutions et concerne chaque acteur du quotidien. Pour les citoyens, pour la diaspora, pour les observateurs extérieurs, l'enjeu n'est pas d'adhérer à un récit unique, mais de comprendre les mécanismes à l'œuvre et leurs implications à long terme. La sécurité n'est durable que lorsqu'elle s'accompagne de transparence, de débats informés et d'une capacité à tirer des leçons sans les figer en slogan. C'est dans cet équilibre que se joue la crédibilité d'un État et la confiance qu'il inspire. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cet épisode restera comme un moment de test, mais aussi comme un point de départ possible. La suite dépendra de l'attention portée aux signaux faibles, du suivi des engagements annoncés et de la mémoire collective que chacun choisira d'entretenir. Alors, au-delà de cette nuit précise, une question demeure ouverte. Comment transformer une alerte évitée en une culture durable de prévention et de responsabilité partagée?